Martine, Michel David, Christian Dufour, bonsoir. 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 On a commencé cette émission avec un cri du cœur de deux médecins, des médecins importants, une pneumologue et un chirurgien vasculaire, donc qui connaissent bien la machine, qui disent, savez-vous, c'est triste à dire, mais il y a trop de gens qui viennent aux soins intensifs qui ne devraient pas venir. Donc, ils prennent la place. Pourquoi ils ne devraient pas venir? Parce que leur espérance de vie est vraiment trop réduite. Il n'y a pas de triage. On ne parle pas du triage éventuel qu'on devra faire entre deux malades du COVID. Là, on parle du triage actuellement entre... C'est tabou, mais c'est comme ça, entre des jeunes et des personnes plus âgées dont l'espérance de vie est faible. Je vous remets donc deux extraits, puis on en parle après. On traite d'emblée le patient COVID sans se questionner. C'est probablement correct de le traiter, là, le patient COVID. Mais là, est-ce que c'est correct de délester ces gens-là? Puis là, on diminue la chance de survie d'une tonne de personnes au détriment de gens qui n'ont peut-être pas de potentiel de survie. En délestant, on se met la tête dans le sable et on dit « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ». Il y a un vrai problème. Il y a du monde avec des cancers guérissables qui ne seront pas guéris, qui vont mourir. Et ce n'est pas un problème qu'on va rattraper dans 1 mois, 2 mois, quand tout va être fini. C'est un problème d'années. On ne sera pas capable de rattraper tout ça. Il y a du monde qui vont payer, du monde qu'on aurait pu guérir, qu'on ne sera pas capable de guérir. Le postulat étant qu'on ne peut pas actuellement traiter tout le monde. Si on pouvait traiter tout le monde, il n'y aurait pas de problème. Martine Biron, réaction quand vous avez entendu ces médecins? Bien, ça va dans le sens de ce qu'on entend. Hier, au panel, on a parlé du délestage et en soirée, il y a un médecin spécialiste qui m'a appelé, qui connaît très bien le réseau là, sur le Québec, sur tout le Québec, sur l'ensemble du Québec, et qui me disait ça va prendre 3-4 ans pour être capable de passer à travers tout le délestage. Il me disait aussi que le nombre d'hôpitaux n'a pas suivi la démographie, particulièrement à Montréal. Alors, on est dans une situation où il manque d'hôpitaux, la population vieillit, les gens sont plus malades, on n'est pas capable de tous les soigner et hop, arrive une pandémie qui dure depuis 10 mois. Là, ça ne sera pas long que ça va faire 1 an. Alors, on est dans une situation où il faut faire des choix. Et on est dans une tempête parfaite. Et là, ces médecins-là ouvrent le débat. Et clairement, ils ne veulent pas que ces débats-là soient longs. Ils veulent qu'on réussisse à bouger. Bon. Sans le dire aussi clairement, mais ce qu'ils veulent, puis j'ai tout entendu, tous les extraits d'entrevues que Jean-Sébastien a fait, ils veulent un meilleur triage actuellement. Ils veulent qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des gens vraiment en très mauvais état qui débarquent aux soins intensifs et qui ont à peu près pas d'espérance de vie. Et c'est là qu'ils disent, oh, attention, là, le COVID, c'est pas un passeport pour entrer n'importe quand aux soins intensifs. Michel David, qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, jusqu'à présent, on disait, et on écoutait le ministre, le premier ministre nous dire, écoutez, on approche du point de saturation, on n'est pas encore là, on n'en est pas encore à décider qui on va laisser mourir, mais là, ce qu'on entend, c'est qu'on est déjà là. On n'attend pas que les hôpitaux soient dits à saturation pour être en face de choix aussi déchirants que ceux-là. Et ça, c'est un peu, je pense, l'angle mort de la pandémie. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'imaginent encore que le problème va se terminer, là, enfin, le vaccin va arriver, puis tout va être réglé, alors qu'on sait de plus en plus, on est de plus en plus conscient que les répercussions vont se prolonger pendant des années, que des gens vont mourir plus tard parce que aujourd'hui, on est obligé de faire ces choix-là. Et ça devrait être de nature à conscientiser les gens, à se dire, écoutez, là, les tricheries qu'on fait maintenant, là, ça va peut-être avoir des effets non seulement sur les gens qui sont actuellement atteints de la COVID, mais pour tous ceux qui, pour d'autres raisons, ont besoin de soins et qui ne les auront pas. Dr Gali a dit, moi, depuis 1 mois, je n'ai fait aucune opération avec le ballon là, pour ouvrir les artères et les veines et tout ça, là, pour ceux qui ont des problèmes cardiaques. Il dit, il y a de ces gens-là, puis il a pris l'expression, qui vont péter là, sur la rue. Il dit, je ne sais pas combien, je souhaite qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais c'est comme ça. Alors, c'est là qu'il dit qu'il faudrait qu'on convainque les familles, les gens, dans certains cas, qu'un patient atteint de la COVID qui a, je ne sais pas moi,
qui est très âgé, ne viennent pas dans un centre généralisé. Ils sont rendus là, Christian Dufour. Oui, c'est un débat difficile. On touche à un sujet tabou, comme vous l'avez dit, mais je suis content quand même que certains médecins l'aient ouvert le débat. Parce que dans la mesure où on risque d'arriver, et on l'est jusqu'à un certain point, à ne pas être capable de traiter tout le monde qui est malade, on n'a pas le choix. Je regardais aujourd'hui, en fait, des échanges entre médecins sur les réseaux sociaux sur ce thème-là. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en a plusieurs qui disaient « c'est grave, c'est dramatique, c'est glauque, mais il ne faudrait pas l'hyper-dramatiser ». Et ils se méfiaient des médias là-dessus. Ce qui est arrivé, c'est qu'on touche quand même à une espèce de problème de valeur. C'est qu'autrefois, les gens admettaient beaucoup plus facilement, lorsqu'un bateau faisait naufrage, par exemple, on disait les femmes et les enfants d'abord. Hein, les fameux hommes blancs, si privilégiés, bien, ils coulaient. Autrefois, les parents acceptaient qu'on se sacrifie pour ses enfants. On est dans une société qui accepte beaucoup moins ça. C'est un peu ça le problème. Moi, personnellement, je parle juste pour moi. Là, à mon âge vénérable, si je me retrouve à l'hôpital, je veux vivre, comprenez-moi bien, là, mais j'ai eu une belle vie, j'ai eu des malheurs, j'ai eu des bonheurs. Si on a à choisir entre moi, qui a 71 ans, puis quelqu'un qui a 40 ans, qu'on choisisse la personne de 40 ans, ça ne me choque pas du tout. Mais c'est pas tout le monde qui pense ça du tout. Non. Donc, c'est vraiment, on ouvre quelque chose. Je trouve que c'est nécessaire. Il faut prévoir, parce que peut-être ça va être encore plus dramatique. Il faut quand même se doter certains critères. Mais c'est pas évident, parce que pour beaucoup de gens, c'est un débat impensable. Il ne faut même pas discuter de ça. Non, mais exactement. C'est que le droit à la vie... Mais on ne peut pas non plus... Oui, allez-y, Michel. Oui, on ne peut pas demander à des gens dont les parents, par exemple, sont atteints de la COVID et leur dire « Bon, mais écoutez, amenez-le pas à l'hôpital, ça ne vaut pas la peine, votre vieille mère, de toute façon, est condamnée. » On ne peut pas demander ça aux gens. Là. C'est pas c'est ce que les médecins disent, en tout cas. Je comprends ce que vous dites, et beaucoup de gens sont d'accord avec vous, Michel, mais ces médecins-là disent on peut demander ça à la famille si la gravité du cas de sa mère ou de son père est telle qu'il n'y a à peu près aucune espérance de vie. Non, je comprends que les médecins disent ça, mais je pense que les gens ne réagiront pas comme ça. Ils vont se dire, c'est pas à nous à décider ça. Nous, on exige d'être soignés et qu'eux prennent la responsabilité. Quand je dis eux, c'est les médecins ou le comité, de faire ce choix-là. Nous, on ne le fera pas. Mais la docteure Francoeur a quand même nommé le mot précis, là, le mot-clé, c'est dignité. Et il y a une compréhension, il y a une façon d'expliquer les choses. C'est sûr que quand on en parle devant un panel et que votre mère, à l'autre bout, est dans un CHSLD et puis qu'elle ne peut pas avoir de visite, ça devient un peu plus compliqué. Mais si on est capable de bien expliquer les choses, d'amener aussi les gens à être proches de leurs proches, peut-être qu'il y a un autre niveau de compréhension qui va s'établir. Oui, c'est ce qu'elle souhaite, parce qu'elle a mesuré ses mots, Dr. Francoeur. Mais c'est ce qu'elle disait, c'est dans le dialogue avec les familles, parce qu'il y a des cas trop lourds, disait-elle. Je comprends ce que vous dites, Michel David, mais ce que répondent les médecins à ce que vous dites, ils disent oui, mais l'homme de 50 ans qui meurt de la crise cardiaque demain, il n'est pas apparent, lui, il n'a pas la COVID, on en parle moins, mais il meurt pour vrai, puis il y a une famille, lui aussi, là. Non, je comprends, mais on ne connaît pas la famille de ce monsieur-là, alors qu'on connaît bien la nôtre. C'est parfaitement bien sûr, bien sûr. Mais il reste qu'il y a des gens qui vont avoir à prendre des décisions là-dedans. Puis moi, je regardais aujourd'hui le dossier, là, puis on commence à élaborer certains critères. Ça nous fait horreur de lire ça, mais quand on prend en considération les chances de survie, l'âge, tout ça, tout ça n'est pas... Comment je pourrais dire ça? Je sais que c'est difficile de parler de ça, je dois l'avouer. Mais reste mais en même temps, il faut en parler. Puis que moi, je suis un bébé boomer. Moi, ce qui me frappe, là, les gens de ma génération, ils veulent vivre 120 ans. Ils veulent pas mourir. Ils veulent pas... Il y a un problème de société là-dedans, là, un peu. Là. On touche à quelque chose d'assez profond qui nous touche tous, mais on n'a pas le choix. Il faut l'aborder un peu. Je suis content, Patrice, d'ailleurs, que vous l'abordiez, même si ça même... Je suis allé écouter ces médecins-là qui m'ont grandement impressionné, les médecins. C'est pas des têtes folles, là, les deux qui ont parlé. Ils ont réfléchi avant de donner les entrevues à Jean-Sébastien, Dr Galli puis Dr Chagnon. Et c'est des gens très respectés dans leur milieu, qui vivent tous les jours et qui disent il faut lancer ces débats-là, parce que nous, on a ces choix-là, des choix silencieux qu'on fait, là, parce qu'on laisse tomber du monde actuellement. Là. On en laisse tomber. Bon, on va en reparler. C'est un engagement, on va en reparler, évidemment. Commissaire à la lutte au racisme. Je change totalement de sujet, mais je veux vous entendre Bochra Manahi, qui a été nommé par la Ville de Montréal. Je vous montre une citation de M. Legault, premier ministre, qui a dit aujourd'hui
pas une très bonne nomination, dit-il. Je résume. Il dit « Nomination de Mme Manaï est questionnable compte tenu de ses prises de position passées, de sa croisade personnelle contre la loi sur la laïcité, la loi 21, qui est maintenant la loi. Donc, pour nous, il s'agit d'une erreur de la part de la Ville de Montréal. Mme Manaï, donc, était contre la loi 21. Oui, a plaidé contre ça, comme d'autres gens. Mme Manaï est hautement compétente et c'est ce qui fait d'elle la candidate choisie, a répondu Valérie Plante. Tour de table là-dessus. Qu'en pensez-vous de l'intervention du premier ministre, de tout ça? Christian Dufour, je commence avec vous. Bien, ça montre que c'est une mauvaise décision. Pour que le premier ministre Legault réagisse tout de suite. Moi, je dirais même, je vais dire, c'est loufoque, pour être franc. C'est un dossier qui est très délicat, qui est très idéologique. Déjà, il y a un groupe antiraciste, je pense Montréal en Action, qui a dit que c'est une décision anti-noire, parce qu'on n'avait pas nommé une femme, semble-t-il qu'il fallait nommer une femme, qui était noire. Vous voyez à quel point on est dans l'idéologie. Donc, moi, je me serais attendu à ce qu'on nomme quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui a de la crédibilité, parce que c'est important, ce dossier-là. Alors, la dame en question, bon, on nous dit qu'elle a 2 maîtrises puis un doctorat, semble-t-il, c'est bien extraordinaire. Là. Bon, elle a été impliquée dans la lutte, elle était une militante. Mais quel est son tort? Vous dites parce qu'elle a milité contre, à l'époque, le projet de loi 21, elle est discréditée pour occuper la job. Moi, je trouve sur le plan politique, oui, là, ça me semble évident. Et en plus de ça, la loi 21, c'est pas terminé, le dossier. Là. Et une autre chose, Patrice, rapidement. Parce que dans le dossier, là, il y a beaucoup... C'est que c'est une femme qui a été éduquée en France. Bon, ben, je m'excuse, mais la relation du gouvernement français avec les minorités maghrébines, les Tunisiens, les Algériens et les Marocains, elle est profondément malsaine. On n'a pas besoin de ça ici. Quand on regarde le dossier, je trouve qu'il y a 5-6 éléments qui montrent que je ne comprends pas. Vous êtes d'accord, M. Legault? Michel David. Alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout, ni avec M. Legault, ni avec Christian. C'est pas parce que M. Legault dit que c'est une erreur que c'en est une. D'une part, tout le monde a le droit de contester une loi. Mme Manaï l'a fait avec la loi 21. La loi est adoptée. La mairesse Plante aussi combattait la loi 21. Elle a dit, écoutez, bon, la loi est adoptée, on va s'y conformer. Et je ne doute pas que Mme Manaï fasse la même chose. Et d'autre part, son mandat, c'est pas la laïcité, là. Faut pas mélanger les choses. D'ailleurs, à la Ville de Montréal, à part les policiers, il n'y a pas grand monde dans l'appareil municipal qui est touché, ou à peu près personne, qui est touché par la loi 21. C'est pas ça l'essentiel du mandat de Mme Manaï. Ça va être de travailler sur le terrain aux problèmes de racisme. Là où il y a peut-être un problème et que M. Legault ne nomme pas, c'est que le titre de Mme Manaï, ça va être le commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique au pluriel. Ce qui sous-entend qu'il y a un problème de racisme systémique, ce que nie M. Legault. Bon. Alors ça, c'est pas la même chose que la loi 21. Mais vous dites, Michel, qu'est-ce qu'il vient faire à dire du haut de son statut de premier ministre que la Ville de Montréal n'a pas le droit d'engager telle personne, telle autre? Martine. Absolument. Pour quelqu'un qui se plaint continuellement des empiètements du gouvernement fédéral sur les compétences du Québec, je trouve que M. Legault devrait se garder une petite gêne avant de critiquer les nominations de la Ville de Montréal. Parce qu'à Montréal, il y en a eu, Martine Biron, un certain nombre de personnes qui avaient de grands doutes vis-à-vis, à l'époque, le projet de loi 21. Il y en avait beaucoup. Bien, la mairesse Plante avait réclamé un sursis. Elle ne voulait pas l'appliquer dès l'adoption de la loi. Elle avait demandé 1 an de délai. Moi, j'y vois beaucoup une manœuvre politique. C'est un geste politique de la mairesse Plante en année électorale. Le premier geste qu'elle pose, elle fait son lit sur la question du racisme systémique. Monsieur Legault, je ne suis pas surprise qu'il ait réagi. Il ne parlait pas du tout à Mme Plante. Je pense qu'il parlait à sa base électorale, qui, elle, est beaucoup plus... C'est les francophones. Ça ne touche pas du tout. Monsieur Legault n'est pas présent à Montréal. C'est plus embêtant pour les libéraux de Dominique Anglade, qui essaient de réconcilier les francophones et les allophones. Mais pourquoi Dominique Anglade serait contre la nomination de Mme Manaï? Bien, elle est silencieuse aujourd'hui, en tout cas. Bien, mais Patrick, elle n'est pas au-dessus de la mêlée. Je suis désolé. Là, Patrick, excusez, elle n'est pas au-dessus de la mêlée. Elle est déjà très, très controversée. C'est une militante. On n'avait pas besoin de ça dans ce dossier-là. Moi, j'en reviens pas. Puis je trouve que pour les gens qui veulent vraiment la lutte contre le racisme, c'est une très mauvaise nouvelle, cette nomination. C'est sûr que ça polarise le débat. Et une apôtre de la loi 21 aurait fait la même chose. Oui. Bon, bien, c'est tout le temps qu'on a. C'est très bien. Débat. J'avais annoncé, il y a eu débat. Merci beaucoup. On va revenir sur l'autre sujet
plus tard. Au revoir.